Encore une fois, Hors Piste vous amène hors des sentiers battus pour parler du côté alternatif et aussi du côté conventionnel d'un même sujet. Pour le côté alternatif, nous recevons l'inventeur du concept de la performance par le plaisir. Pour le côté conventionnel, nous recevons un professeur de gestion. Monsieur Tremblay, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Ça fait plaisir. Monsieur Davoine, merci d'avoir accepté cette entrevue. Ça me fait bien plaisir. Votre façon de percevoir le milieu du travail et de travailler avec les organisations est assez peu conventionnelle. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Vous avez tout à fait raison. J'ai réalisé que le plaisir génère la passion, que la passion engendre l'émulation, la créativité, le dépassement professionnel. Et si le monde, ils sont rendus où ils sont rendus actuellement. Que ce soit des sciences, des lettres, des arts, c'est parce qu'il y a eu des gens passionnés. Je pense qu'on n'a rien inventé quand on dit ça. La façon dont les dirigeants d'organisations, justement, gèrent leur entreprise, est-ce qu'on pourrait dire que c'est plutôt conventionnel, en général? En général, comme vous dites, les gens qui, ou bien ont fait des études, suivent ce qu'ils ont appris dans leurs cours, donc fonctionnent de façon conventionnelle. S'ils n'ont pas fait d'études, bon, ils ont appris sur le tas avec papa ou avec maman, etc. Ils reproduisent généralement des schémas qu'on leur a montrés. Ce que j'ai fait en 1994, j'ai identifié ce qui m'apparaissait comme étant les constituants du plaisir, qui sont au nombre de 12, que j'ai retransposé dans une organisation. Des succès incroyables avec ça. Je dois vous dire, moi-même, je suis très étonné. D'abord, on réduit le taux d'absentéisme d'une façon significative. Les burn-out, les dépressions, on augmente la performance, on réduit les dépenses, on augmente la retention, on limite le fait que les gens veuillent aller travailler ailleurs et on facilite beaucoup le recrutement. Il n'y a pas de meilleure méthode de gestion. Je crois que c'est important que chaque entrepreneur, chaque manager trouve son style de gestion, de management. Actuellement, ce qu'on constate, c'est que, bien entendu, beaucoup d'entreprises sont axées sur la performance. Oui. Avec ce qu'on voit, ce qu'on vit actuellement aussi dans la débâcle boursière, on se rend compte que bien des entreprises qui sont notamment cotées en bourse sont obligées de montrer des profits à tous les trimestres. La gestion est orientée très fort à court terme. Forcément, cette course à la performance immédiate, au résultat immédiat, déteint sur le style de leadership et la façon de gérer les entreprises. Qu'est-ce qu'on s'impose justement en tant que société dans les organisations aujourd'hui? Écoutez, dans la société plus particulièrement québécoise, ce qu'on fait, c'est qu'on gère des résultats. On gère des résultats, on gère des processus. Une organisation n'a de sens que dans la mesure où elle est utile. On ne gère plus des êtres humains. Or, on a oublié une chose fondamentale, c'est d'abord avant tout et par-dessus tout, même avant d'être un produit ou un service, là, une question de rapport humain. Oui, ce sont les êtres humains qui donnent les résultats dans les organisations. Oui. Ce n'est pas les politiques, les directives, les notes de service, les équipements et l'argent. Évidemment, vous allez me dire, ça contribue énormément. Ouais. Mais c'est d'abord les êtres humains qui donnent les résultats. Et malheureusement, ce qu'on fait, c'est qu'on est préoccupé uniquement par les résultats. Dans l'état de la société actuelle, où tout est vraiment axé sur la productivité, il y a beaucoup de stress dans les organisations, les gens manquent de temps. Est-ce que vous croyez que le plaisir a sa place en organisation ou au contraire, est-ce que c'est plus difficile d'y accéder selon vous? Le plaisir a sa place dans la vie au départ. Puis la vie au travail, c'est une partie importante de notre vie et ça donne du sens à notre vie. Ce qu'on peut produire et ce qu'on peut donner aux autres et laisser aux autres, c'est important. Les sciences d'administration, comme on se plaît si bien, elle est qualifiée dans nos universités et les écoles spécialisées. C'est un des très rares domaines scientifiques qui n'a pas eu, ou en tout cas très peu d'évolution depuis 50 ans. Ah oui, depuis 50 ans? Depuis 50 ans. Écoutez, on enseigne encore dans les universités en 2008 que les 4 fonctions de base en management, en administration,
c'est PODC. P pour planifier, O organiser, D diriger, C contrôler. On enseigne ça encore en 2008. Ça, on a trouvé ça il y a exactement 52 ans. S'il n'y a pas de complicité entre les humains qui produisent et qui rendent service aux autres humains, finalement, sur le plan commercial ou communautaire, peu importe, mais s'il n'y a pas cette complicité-là, ben, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de joie de partager. Mais la tendance actuellement dans les organisations, est-ce que les gestionnaires laissent place au plaisir? Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps, il faut qu'ils contrôlent la productivité très rapidement. Moi, ce que je dis, c'est que on ne peut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'hier, car c'est précisément les solutions d'hier qui ont amené les problèmes d'aujourd'hui. Le but de l'organisation, c'est pas le plaisir comme tel, c'est le profit, c'est le rendement, c'est ci et ça. Écoutez, il s'agit juste de regarder le nombre de burn-out, de dépression, de douleurs qu'il y a dans les organisations, de rotation de personnel pour être capable de réaliser ce que je dis là, c'est vrai. Sauf que, la conséquence d'une bonne organisation et d'un bon esprit d'équipe, c'est ce sentiment de complicité, ce sentiment de partage et ce sentiment qui procure un sentiment de liberté et d'engagement et de plaisir aussi. Les organisations qui ne changeront pas leur façon de gérer leur monde s'en vont dans le mur, littéralement dans le mur. Je vais vous dire, il y en a qui vont entrer dans le mur et ils n'auront même pas réalisé qu'il y a un mur. Dans l'état de la société actuelle, où on sait que il y a beaucoup de stress dans les milieux de travail, les gens manquent de temps, est-ce que vous croyez que le plaisir a sa place dans les organisations ou au contraire, est-ce que c'est difficile d'y accéder? Écoutez, moi je pense que plus que jamais, le plaisir a sa place dans les organisations. Parce que quand on regarde le nombre de burn-out, de dépression qu'il y a dans les organisations, c'est assez alarmant. Hein, et de rotation de personnel. Donc, si on est capable de créer dans un environnement du plaisir, les gens demeurent dans l'environnement. Hein. Pour quelle raison vous iriez travailler dans un endroit incolore, inodore et sans saveur, où on vous pompe l'air tous les jours, alors que vous êtes capable de travailler dans un endroit où il va y avoir de la reconnaissance, où on va vous consulter, on va vous écouter, on va vous impliquer, où il va y avoir des valeurs, où on va partager avec vous de l'information sur les résultats de l'organisation, où on va vous partager un rêve, où vous allez avoir l'impression que vous participez à une mission et non pas exécuter une tâche. Est-ce que les entreprises aujourd'hui appliquent justement cette méthode-là de plaisir en travaillant? Certaines le font, oui. On voit des entreprises où, surtout les entreprises qui font appel à une main-d'œuvre très qualifiée, très instruite. Les organisations qui mettent en application la PPLP, la performance par le plaisir, qui est cette nouvelle façon de gérer les organisations, de considérer le fonctionnement d'une organisation, obtiennent des résultats qui sont assez extraordinaires. La démonstration, écoutez, a été largement faite puisque c'est en implantation, cette nouvelle façon de gérer les organisations, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Québec, dans de très grosses organisations, notamment Hydro-Québec, Alcoa, IBM, Desjardins, Bombardier, plusieurs municipalités, des commissions scolaires et de très petites organisations qui ont 5, 10, 15 employés. Il faut faire attention cependant à l'autre aspect. C'est qu'il y a des gens et des chefs d'entreprise qui vont trouver que, oui, ils ont lu un rapport quelque part, ou ils ont vu une conférence quelque part sur l'humour ou sur le bien-être des employés, etc. Et alors on dit, mais pour faire des profits, on va instituer, on va faire des conférences sur l'humour, ou bien on va faire, un certain nombre d'activités sociales, et puis on va montrer qu'on est intéressé aux employés. Non, moi je pense qu'effectivement, on est toujours centré sur les résultats. Mais dans le fond, ils ne sont pas vraiment intéressés au bien-être des employés. Puis ça paraît beaucoup. Ce qu'on nous apprend dans les universités, c'est gérer le savoir-faire et non pas gérer le savoir-être. Les gens sont très sensibles à cette hypocrisie. Harvard vient de publier le résultat d'une étude très intéressante dans laquelle on apprend que l'altitude qu'on finit par atteindre dans une organisation ou dans une société à moyen et long terme dépend à 85% de nos attitudes. Prendre ça comme une recette, ça ne fonctionne pas. À long terme, ça ne fonctionne pas. Or, dans les universités, qu'est-ce qu'on nous enseigne? C'est 95% du savoir-faire et un petit 5% du savoir-être.
Donc, il y a du chemin à faire au niveau Oui, écoutez, du côté québécois, les organisations. Oui. Écoutez, d'ailleurs, il faut que je vous dise, prenons par exemple le cas de l'Université Laval en administration. Le bac en administration, sur 90 crédits, il n'y a seulement que 3 crédits qui sont reliés aux ressources humaines, sur 90 crédits. Donc, c'est vraiment pas axé sur le côté humain. Là. Écoutez, alors qu'on sait très bien qu'une organisation, c'est d'abord et avant tout, je le disais tout à l'heure, une question de rapport humain. Il y a des tendances, il y a des modes, et il y a aussi une façon traditionnelle de gérer. Dans les universités, ce qu'on nous enseigne, malheureusement, c'est des structures, des problèmes de structure, de la planification stratégique, des études de cas. Or, entre vous puis moi, y a-t-il quelque chose qui est plus hypothétique qu'une étude de cas? Les gens vont se méfier. Les employés vont se méfier, les gens se méfient habituellement. Puis ça, c'est un truc pour nous ratourer, mais dans le fond, les conditions de travail n'ont pas changé, on n'est pas plus respecté que ça, mais on nous donne des bonbons. On éduque de futurs administrateurs, en fonction, entre autres, d'études de cas, en fonction de grandes philosophies, de grandes stratégies qui mettent en perspective le remaniement de processus ou de structures. Or, la majorité des organisations, quand ils ont des problèmes, est-ce que c'est des problèmes de structure? Pas du tout. C'est des problèmes de rapport humain. Il faut que ce soit vraiment une attitude et une mentalité qui changent au niveau du managérial pour que ce soit efficace. Écoutez, 70% des gens, quand ils quittent leur emploi, ne le quittent pas à cause de ce qu'ils font, mais ils quittent à cause du patron. Plus particulièrement à cause des attitudes que les patrons ont ou qu'ils tolèrent dans leur environnement. Donc, on a un méchant problème. Il faut que ce soit quelque chose qui soit vécu de l'intérieur et pas quelque chose qui soit saupoudré autour parce que ça fait bien et parce que c'est... OK, c'est à la mode, tiens. Est-ce qu'il y a un cours dans une université actuellement qui nous apprend à composer avec les gens, par exemple, qui viennent de d'autres pays, avec les cultures de ces gens-là, avec les valeurs de ces gens-là? Il n'y en a pas. Hein? L'intelligence émotionnelle, est-ce qu'on parle de ça actuellement dans les cours des universités? Pas du tout. Hein? Des stratégies comme Kaiser, où on met en application des concepts de consultation, d'écoute, d'implication du personnel. Cette façon de faire, est-ce qu'on parle de ça dans les universités? Ben non, on ne parle pas de ça. Ce qu'on parle, c'est des belles petites boîtes, des belles petites structures, des grandes théories, des grandes pratiques. Quand on regarde comment ça se passe dans les compagnies européennes qui, eux, ont beaucoup plus de semaines de vacances, de journées de congé, qui ont une plus grande flexibilité au niveau de l'horaire des employés, est-ce que vous croyez que nous, au Québec, puis en Amérique du Nord en général, on n'est pas à jour sur les méthodes qu'on devrait utiliser dans les entreprises? Bien, moi, je pense qu'on devrait effectivement, drôlement, bonifier ça. On devrait bonifier notre approche. Parce que l'approche qu'on a sur le plan du travail, c'est une approche américaine qui est centrée exclusivement sur les résultats. D'ailleurs, aux États-Unis, vous avez vu des reportages dernièrement sur ça. Les gens qui sont capables de dire qu'ils ont travaillé 60 heures par semaine, ils se tapent les bretelles de ça. Oui, c'est invraisemblable. Au Québec, on est déjà mieux que certains États américains. J'ai eu l'occasion de travailler ou de coacher aussi des entreprises où on travaillait beaucoup. Mais le patron leur demandait des fois, tu sais, on sortait, on se faisait une gloire de sortir après le patron. En Europe, ils ont une préoccupation beaucoup plus grande pour la qualité de vie au travail. Donc oui, assurément, on devrait avoir plus de congés. On ne vous a pas demandé de travailler beaucoup, on vous a demandé juste de travailler bien. Okay. Alors, il faut faire attention quand on parle de productivité. C'est pas juste qu'une question de nombre d'heures de travail. Écoutez, il y a quand même quelque chose qui est assez spécial. C'est que la loi décrète qu'on a le droit à 4 %. Ça fait 2 semaines. Donc, la loi, l'État, conçoit qu'à quelque part, c'est normal qu'on travaille 52 semaines par année. Donc, les lois, la société convient qu'on devrait peut-être plus perdre notre vie à la gagner. Oui, c'est invraisemblable. C'est assez invraisemblable, oui. Alors que, il me semble qu'à quelque part, on n'a seulement qu'une vie à vivre. Oui. Et donc, on devrait essayer de réaliser nos rêves, nos ambitions. On devrait être capable de vivre sereinement, s'occuper de nos enfants, de nos amis, et avoir une société qui est pas mal plus épanouie que celle qu'on vit actuellement.
loisirs, le plaisir, le fait de prendre du temps pour soi, est-ce que c'est mal perçu chez nous dans les entreprises? Dans certaines entreprises, oui, mais la tendance, je crois que les gens commencent à comprendre. Je dirais pas que c'est mal perçu, c'est qu'on est entraîné dans un mouvement qui est le mouvement de la performance du résultat et du processus. Il y a une certaine, comment dirais-je, les gens prennent de plus en plus conscience que c'est nécessaire. Et les entreprises à la page, je dirais, accommodent le temps de travail. Vous savez qu'au Québec, on est très loin de ça, le plaisir dans nos organisations. Hein? Au Québec, on est le 3e endroit dans tous les pays du monde industrialisés, je dis bien industrialisés, après le Japon et la Finlande, où il y a le plus de suicides. 3 par jour. 3 par jour. C'est au Québec. En tant que dirigeant, moi, j'ai jamais travaillé dans ma vie. J'ai toujours fait travailler les autres, puis les autres ont eu beaucoup de plaisir à travailler pour moi, comme prof ou comme consultant ou comme dirigeant d'entreprise. On détient le record mondial au 3e rang, plus de suicides, sur la santé émotionnelle. Les gens ne travaillent pas. Ils n'ont pas l'impression de travailler. Ils ont l'impression de s'amuser, puis d'être productifs, puis de créer, puis d'avoir des bonnes relations avec les copains puis les copines, puis le travail se fait, puis il se fait bien. Avant d'arriver à une santé émotionnelle, comme on vient de parler, hein, je peux-tu vous dire qu'on n'est pas loin de là? C'est-à-dire, on est très loin de là. On a de la misère à parler du plaisir dans nos organisations. Oui, c'est ça. Hein? C'est incroyable. Les gens qui trouvent du plaisir à travailler demeurent aux endroits, ils sont plus productifs, ils sont moins malades, ils sont plus présents, ils sont plus dédiés, ils sont plus engagés dans leur organisation. C'est une réalité. Alors que si vous avez l'impression que vous êtes tout simplement un exécutant, ben, je regrette. Vous n'irez pas loin avec ça dans votre organisation. Et il y a des entreprises qui ont compris ça et ils connaissent un succès fou. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que des gens heureux produisent plus et mieux. En terminant, la question accès interdit. Jusqu'à quel point votre méthode de gestion est-elle soutenue par le système en place? Est-ce qu'on en parle dans les écoles? Est-ce que le gouvernement vous aide à un certain niveau? Écoutez, tout ce que je peux vous dire par rapport à cette nouvelle façon de gérer les organisations qui connaît un succès assez incroyable, c'est que la quantité de conférences que je suis appelé à faire et ce que j'ai comme feedback, comme processus d'implantation actuellement, que ce soit dans différents ministères, des commissions scolaires, des municipalités, connaît un succès assez incroyable. Je ne peux pas dire que le gouvernement me supporte dans cette nouvelle façon. Est-ce qu'on est à la veille d'abord d'apprendre votre méthode dans les universités? Bien, écoutez, je suis content que vous me posiez la question, parce que cette année, imaginez-vous donc que les 5 universités, ils m'ont téléphoné pour que j'aille faire une conférence dans les universités. Et je ne vous dirai pas quel endroit, mais dans 2 universités, le doyen dans une et le recteur dans une autre. Après la conférence, il est venu me voir et il m'a dit « Vous avez raison, M. Tremblay. Dans les universités, on est comme quelque peu dépassé sur certains aspects et on devrait réviser notre façon d'enseigner l'administration pour les étudiants en administration. » Ah oui. Ouais. Ah ben c'est bien. Mais M. Tremblay, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça m'a fait plaisir. Et je rappelle que vous êtes l'auteur du best-seller « La performance par le plaisir ». Merci beaucoup. Merci. Monsieur Davoine, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça m'a fait plaisir. Je rappelle que vous êtes professeur au Cégep à Sainte-Thérèse Oui. et mentor également pour Laurentide Mentorat. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.